épisode du podcast Vive à Saint-Ex. Ici, les familles ont quitté leur pays pour venir en France et sont hébergées par une association qui s'appelle la Sauvegarde du Nord. Plusieurs nationalités se mélangent. Chacun a un espace privé. Soad, mère de famille, nous explique à quoi ressemble son appartement. C'est comme un appartement. On a chacun sa chambre, séjour, et la cuisine, c'est surtout la cuisine, comme on était avant, au bled. Mais il y a aussi des lieux communs. Les toilettes et les salles de bain sont en dehors de l'appartement. Imaginez-vous en plein milieu de la nuit où vous avez envie d'aller aux toilettes. Ça devient un peu le parcours du combattant. Il faut chercher la clé d'abord pour sortir de la maison. Après, il faut mettre la main sur celle des toilettes parce qu'elles sont fermées. Nos mamans, par exemple, sont obligées de mettre leur foulard pour peu que tu sois pressé. C'est la galère. Il faut encore marcher jusqu'aux toilettes. Mimouna est maman de 2 enfants. Elle nous explique son ressenti. C'est un calvaire, hein. Surtout pendant l'hiver, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais bon, vu ce qu'on a vécu, je trouve que c'est acceptable, quoi. On arrive quand même à s'en sortir. C'est la première fois que je vis, c'est une expérience quand même, et une petite aventure. Pour des personnes qui sont handicapées, c'est encore pire. C'est le cas de Monsieur Tayeb. Pour moi, les problèmes, les escaliers. Parce que je suis handicapé, à chaque fois, je mets sur la chaise roulotte, mais je ne peux pas descendre à cause de les escaliers. Une fois tout ça terminé, il faudra tirer la chasse d'eau. Et rentrer chez soi. Pour les douches aussi, il faut sortir de la maison. C'est le même chemin. Et tout le monde prend ses habitudes, comme l'explique Mimouna. C'est quand même un petit peu rigolo parce que des fois, les enfants se mettent d'accord pour prendre la douche en même temps. Et là, on entend les cris, les rires, les chansons, les querelles dans les douches. Les couloirs sont aussi une salle de jeu ici. C'est le seul endroit où les enfants peuvent jouer ensemble. Souvent ça crie, des fois ça pleure aussi. Et pour les mamans, c'est un peu les retrouvailles. C'est ce que nous raconte Souad. Nous, les femmes, les réunions des femmes, dans le couloir, les sanitaires, la cuisine collective. Pour toutes les familles, cet endroit reste un lieu de vie où elles peuvent prendre le temps de tisser des liens. Ici, c'est comme une grande famille, assure Mimouna. Je n'ai jamais été dans un foyer. C'est une très belle expérience et ça m'a permis de rencontrer des gens, des familles. En fait, on vit en famille ici, malgré les différentes nationalités, mais on vit en commun. C'est une vie en commun. Ici, les familles restent pendant plusieurs années, ce qui leur permet de commencer une vie stable. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, on découvrira qui travaille à Saint-Ex. C'était Meriem, Amira, Zineb et Doua. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Vivre à Saint-Ex. Aujourd'hui, c'est Vanessa et Nora qui vous parlent. Ici, il y a 11 familles qui vivent, chacune dans un appartement. Dans les parties communes, il y a un bureau un peu spécial. Là-bas, il y a une équipe pour aider les familles à s'installer en France et à vivre tous les jours. Albert, c'est le chef, il nous explique son travail. Alors aujourd'hui, j'ai fait des achats, on allait visiter un logement, je suis allé chercher des choses parce qu'on a des mécènes qui nous donnent qui nous font des cadeaux qu'on va vous remettre après ou qu'on va mettre dans les logements. On gère des horaires, on gère toutes des choses qui sont pas sympas, hein. On fait de la comptabilité aussi un petit peu. Tu vois, regarde, j'ai des grilles d'horaires pour savoir si tout le monde est là, si tout le monde a fait ses heures et tout. En résumé, Albert fait en soirée que tout le monde s'en sent bien. Mais il n'est pas tout seul dans son équipe. Il y a des éducatrices et une animatrice. L'animatrice, c'est Justine. Elle a 22 ans. Elle travaille ici depuis le mois de juillet. Elle nous raconte sa journée. Quand j'arrive au travail, souvent je me fais des to-do list. Je liste toutes les tâches que j'ai à faire, j'essaye de me poser. Et en fait, le plus gros de mon travail, c'est pas l'animation, mais c'est la coordination d'ateliers et de projets. Donc je crée des projets, je contacte des personnes pour les réaliser,
je trouve des financements, je contacte plusieurs services, je vois qui peut m'aider à les réaliser, etc. Enfin, ça s'appelle la coordination de projet et c'est le gros de mon travail. Son travail lui plaît beaucoup, mais parfois c'est difficile de se détacher. C'est un métier hyper prenant, c'est-à-dire que comme on est avec les familles au quotidien, on vit avec elles, on est content avec elles, on est triste avec elles, et après on retourne chez soi et on pense toujours à ce qui se passe ici. Moi personnellement, j'arrive pas à me détacher de ce qui se passe ici, donc c'est présent dans mon quotidien, même quand je suis pas au travail. Et après, c'est un centre un peu particulier parce qu'il y a toujours besoin d'une présence d'un éducateur ou d'une éducatrice sur le site. Et moi, en tant qu'animatrice, je ne peux pas toujours sortir des murs. Donc c'est le point négatif de mon métier. Albert aussi adore son travail, mais le quantité en son n'est pas toujours facile. Des fois, il râle. Des fois, il y a des gens qui respectent pas les autres, qui font pas le ménage, qui prennent la machine à laver alors que c'est pas leur tour, qui font du bruit, des enfants qui font du bruit dans les couloirs à des heures pas possibles, ils nettoient pas la cour, les poubelles, il y en a partout. J'ai plein de sujets comme ça où des fois je suis pas content, ça m'énerve. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors je suis obligé de rappeler, et parce que même si je dois faire attention aux personnes, des fois je suis obligé de taper sur la table un peu, pour dire on fait autrement. Il faut qu'il y ait des éducateurs en permanence sur le lieu, de 8h à 21h45. Certains éducateurs arrivent à 8h15 jusque dans l'après-midi. D'autres prennent le relais environ de 13h jusqu'à 21h45. La nuit, il y a aussi quelqu'un, c'est le surveillant de nuit. Des fois, c'est le même toute la nuit et des fois, il y a un changement à minuit. Merci à l'équipe d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre épisode. Raison à l'écouter pour le prochain épisode qui parle des différentes langues qu'on entend et qu'on parle à son ex. Bonjour et bienvenue, c'est Myriam et Amira dans l'épisode 3 du podcast Vivre à Saint-Ex. Ici, chaque famille parle la langue de son pays. Buongiorno. Gamarjova. Anisogoma. Celeb. Tamasi. Bonjour. Здравствуйте. Voilà toutes les versions du mot bonjour qu'on peut entendre dans les couloirs. Toutes les langues se mélangent au quotidien. Toutes les familles du centre parlent d'une diversité de langues. Nous avons rencontré Khadija en France depuis 2019 qui nous explique pourquoi il est important de parler plusieurs langues. Alors parler plusieurs langues, ça me permet de communiquer avec les gens n'importe où. Par exemple, si je parle arabe, je peux communiquer avec les gens. Si je pars en Algérie, je peux communiquer avec eux. Si je pars au Golfe, à l'Ouest, Moyen-Orient, tout ça. Surtout l'arabe, c'est important. Si je parle français, je peux communiquer avec les gens en France facilement, je dirais, au Canada, aux pays qui parlent français, quoi. Les gens me comprennent et non pas vraiment être à l'aise ou pas. C'est normal que je me sens plus à l'aise en parlant ma langue d'origine parce que c'est ma langue maternelle, tu vois. J'ai grandi en parlant cette langue. On lui a aussi demandé qu'est-ce qui a été le plus dur pour elle lors de son apprentissage du français. J'ai pas été à une école spécifiquement pour apprendre le français, un truc comme ça. J'ai appris le français progressivement parce que quand je suis venue en France, j'étais à l'école. Donc à force d'entendre les gens parler, de parler avec eux, d'essayer de communiquer, tout ça, donc j'ai appris à parler français plus couramment qu'avant. Le plus dur, c'est les jugements des gens en fait. Surtout les gens de mes origines, par exemple les Algériens, qui savent que je viens du bled et qui me traitaient de blédard. Du coup, à chaque fois, ils disent « Ah, t'as un accent, t'es blédard, tout ça. » Mais ça, il faut s'en foutre, en fait. Khadija n'est pas la seule à avoir dû apprendre le français. Nous avons interrogé une autre personne au sein de la sauvegarde pour récolter son avis. La langue française, c'est une deuxième langue maternelle pour les Algériens. Et moi, comme je suis natif 60, des années 60, donc avant c'était la langue française, c'était partout, à l'école, aux administrations, dans les rues. Donc pour moi, la langue française, je l'avais pas appris, mais j'ai vécu avec. Voilà. Nous avons donné la parole aux adultes, mais voyons qu'en pensent les enfants du centre.
Ce qui était le plus dur pour moi, c'était de prononcer les mots. Et aussi, les longs mots, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Du coup, c'était un peu dur pour moi. En plus de certaines difficultés, certains mots ne se traduisent pas d'une langue à l'autre. Interviewer, d'abord, ça n'existe pas en arabe. Le mot exact, ça n'existe pas. Le mot exact interviewer, ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas comment on dit. Par exemple, anticonstitutionnellement, je comprends toujours pas la traduction en français, même si ça fait très longtemps que je suis en France, mais bon. Après, il y a plein d'autres mots, mais je les ai pas en tête. Comme un mot en arabe, sahtek, on n'a pas la signification parce que ça veut dire plein de choses en français. Déjà, psahtek, on peut dire bon appétit, psahtek, il y a plein de choses. Ouais. La pluralité des langues est donc une particularité de la vie au sein du centre Syntex. Lorsqu'on se promène dans le bâtiment, on entend plein de langues qui se mélangent les unes aux autres. Merci à tous ceux qui ont répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain épisode parlera de Maria, un fantôme qui ronderait à Syntex. Kargat. Au revoir. Bislama. Goodbye. ناخوام ديس دا سويدانيا مع السلامة إلى الملتقى إن شاء الله. قمر جوبت Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Vivre à Saint-Texte. Aujourd'hui, c'est Kauter et Bouchra qui vous parlent. On va vous raconter une légende qui fait beaucoup parler dans nos appartements. Celle de Maria. J'ai peur. Non. Jean-Paul est un éducateur de la sauvegarde. Il connaît bien Maria. Il travaille ici depuis l'ouverture du centre en juin 2021. Il nous raconte l'histoire de Maria. Alors, il semblerait que Maria soit une ancienne élève de l'école Saint-Exupéry qui viendrait régulièrement au 2e étage. Et Maria a laissé un petit mot sur le tableau dans une classe du 2e étage. Pour continuer notre enquête, nous avons exploré le 2e étage. Si vous voulez, vous me suivez, mais vous restez bien derrière moi, parce qu'on ne sait pas de quoi est capable Maria. Par contre, ce que je vous conseille, les filles, c'est de mettre un manteau bien chaud parce qu'il fait très froid là-haut. Allez, on y va. Pour pouvoir entrer, il faut ouvrir la porte. Elle est fermée par un cadenas. On ouvre la porte à cet étage. Les murs sont abîmés, plein de trous, un grand débarras de chaises et de matelas. Le plafond est détruit, toute la mousse en ressort. Avant d'entrer, il faut respecter quelques règles. Alors, le code pour que Maria ne nous saute pas dessus, c'est on tape 3 fois. Maria, c'est Jean-Paul. Je vais rentrer, ne t'inquiète pas. Nous sommes maintenant dans une classe spacieuse. Sur un grand tableau vert, il est écrit « Je suis Maria. Je suis revenue sur ces lieux 30 ans après. J'ai 34 ans. J'avais 4 ans quand j'ai étudié dans cette classe. C'est signé Maria Ira B. » Pour en savoir plus, nous avons posé des questions aux familles qui vivent ici. Est-ce qu'ils entendent Maria pendant la nuit? Est-ce que ça te fait peur? Et il y a les bruits là-bas, c'est de temps en temps. Je sais pas c'est quoi ça, est-ce qu'on l'a pas entendu? Est-ce que le tapir de Maria? Oui, oui. Monsieur Fofana nous dit quelques mots. Non, ça va être une légende, ça n'existe pas pour moi. Lana veut nous rassurer, elle ne croit pas du tout en l'existence de Maria. C'est une légende, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas au truc comme ça en soi. Il faut pas avoir peur. Hein. Maria existe pour quelques personnes, mais pour d'autres, elle reste une légende. Et pour vous, Maria est-elle réelle?